Bah, l'échec, c'est compliqué, surtout quand tu l'as pas trop connu dans ton parcours scolaire, on va dire. Et du coup, là, c'est la première fois où je me mets un peu en danger à ce point, où je me dis, wow, genre, vocation, ça peut échouer, tu vois. Donc on parle du plus gros mensonge de l'histoire de la Terre. Je pense que ce mensonge, il vient juste du 1% d'entrepreneurs qui ont des routines de ouf, tu vois. Genre les mecs ils se lèvent à 5h du mat, ils méditent, ils font du sport, mais tu sais super tôt le matin, tu vois. Quand je me suis vraiment rendu compte que j'avais énormément de travail entre mes cours, mon asso, mon travail en freelance et mon média, je me suis fait, ok bah du coup je vais essayer de me lever à 5h, 6h du matin. Spoiler alerte, c'était la pire idée au monde. Et c'est pas parce que t'as une routine qui sort de ce cliché que bah, t'es un mauvais entrepreneur. Juste, t'as un rythme différent et c'est tout. Et ça, c'est cool, tu vois. Quand t'entreprends ton projet, c'est toi qui gères comme tu veux. Si tu veux travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h, tu fais ta vie. Premier mois auto-entrepreneur. Alors on a lancé le truc mi-juin. Le site n'était pas trop opérationnel, mais on l'a quand même lancé pour justement avoir les retours des clients positifs. On doit avoir fait 500 € le premier mois. Mais je pense que ça va être intéressant de parler chiffres pour que les gens se rendent compte de la réalité un peu. Tu vois, d'essayer de voir ce qui se passe entre combien tu signes, quel est ton chiffre d'affaires, et ensuite combien tu as vraiment dans ta poche en tant qu'entrepreneur. Maintenant, ça dépend des mois. Ça dépend des mois et ça dépend du nombre de personnes qui nous aident. Quand on a de l'aide, on peut monter à 30 000. Nous, pour être très honnête, donc depuis début décembre, on a signé près 13 clients, 50 000 € qui ont été signés. Tout ça, tu vois, c'est ce qui est signé, mais ensuite, tu as le temps de recevoir ça sur ton compte qui prend du temps. Quand on va signer un client pour une prestation sur 6 mois, il va pas nous payer immédiatement au début, il va nous payer progressivement. Et donc au final, tu te rends compte que même avec en signant beaucoup comme ça en une très courte période, au final, dans le compte en banque, il y a plus grand-chose. D'autant plus que tu vas avoir tes freelances, stagiaires à payer. On a des investissements à faire, refaire le site internet, peut-être faire des embauches. Et donc ça va être du cash qu'on va devoir dépenser. Et au final, nous, on pense que ça va être difficile de se payer avant la fin de l'année. On veut pas forcément que ça nous paye ou que ça nous rémunère des milliers d'euros par mois, mais on veut que ça puisse tourner et on veut pouvoir investir dans certaines choses pour le média, notamment une identité visuelle, du matériel. Surtout que quand tu te payes en tant que chef d'entreprise, il faut savoir que si moi je veux me payer 1 000 €, je dois sortir 2 000 € de ma boîte. Donc maintenant on est 3 associés. Ça fait assez rapidement des sommes qui sont très grosses et au final pour ce prix-là, pour un mois de salaire avec mes associés et moi, on peut refaire un site internet. Et là on a encore des sujets sur lesquels on peut investir. Par exemple, moi si j'ai 3 clients là qui viennent me voir, je vais pas pouvoir tous les signer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un problème de riche, tu vois. Parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de production qui permet de délivrer autant. Et si on l'avait, par contre, tu vois, on pourrait les signer. Enfin, une partie des bénéfices qu'on va avoir, ça va plutôt être essayer d'embaucher, essayer de repenser au modèle pour être capable d'accueillir plus de clients. Yes, aujourd'hui, c'est story time. Moment story time. Et en même temps, on va à Paris. Le story time, c'est comment j'ai failli me faire poursuivre en justice avec mon premier documentaire. Yes, il y a un max de fun. J'adore tout ce qui est justice, tout ce qui est prison, tout ce qui est amende, tout ce qui est... Voilà, ce genre de fun très peu qualitatif. Spoiler alert, il y a moi que je suis en retard pour mon train. Mais ça, c'est habituel. Genre, il n'y a pas trop de suspense pour ça, genre c'est tout le temps, tu vois. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un an, ça fait presque un an, waouh, ça fait longtemps. J'ai fait mon premier documentaire de toute ma vie, genre vraiment, c'était le premier shot que j'ai fait toute ma vie. Bref, c'était une histoire, bon, je vais pas raconter de détails, sinon je vais avoir des embrouilles. Il y a eu gros débat de savoir si je le sors ou pas, parce qu'en gros, c'est une histoire avec des potes et tout, donc il y avait, genre, mes potes étaient en mode on veut pas trop le publier. Il y a des gens qui étaient en mode nous on veut le publier. Donc gros débat sur ça, donc bref, ça a été publié. Et en gros, pour la faire courte, j'ai fait un documentaire
où j'ai interviewé des gens où tout le monde était d'accord, tu vois. Mais la structure entourant ces gens n'était pas forcément au courant. Au bout d'une semaine, je reçois genre 3-4 messages en mode « Est-ce que t'as eu l'accord de telle structure ?» Je fais « Non. » On parlait pas de bail de diffamation, mais c'est juste que genre, tant que t'as pas demandé le droit à la structure, bah tu peux te faire niquer dans tous les cas. Et ce qui est fou quand même, c'est que même si tout le monde a partagé ça en story, a fait tourner le lien dans toutes les conversations Messenger possibles, la structure en elle-même n'était pas du tout au courant. Donc j'étais vraiment en mode, je suis le mec le plus chanceux de l'histoire de la Terre. Et ce qui s'est passé avec ce doc, c'est que tout simplement après 1 milliard de messages de personnes me disant supprime-le, supprime-le, supprime-le. Je l'ai supprimé, il est en non répertorié, il est inaccessible, il est en privé, il n'y a que moi qui peux le voir. Mais... Et tu vois, c'est un peu à ce moment-là où tu apprends à comprendre que même avec la meilleure volonté, au monde, il faut prendre en compte le contexte, le travail et tout ce qu'il y a autour de ce que tu fais. Et surtout l'administratif, tout ce qui est droit, etc., tout ce qui est contrat. Et j'ai appris sur le tas, et c'est vraiment la merde. Donc du coup, maintenant je suis safe, je suis très safe. Mais c'est vrai que quand tu l'apprends sur le tas, tu l'as là, vraiment tu l'as ici, là. C'est quoi ta relation avec l'échec ? Au début, j'ai un peu mal vécu qu'on ait raté ce projet parce qu'aussi, en fait, le truc, c'est qu'il y avait quand même des attentes et le fait qu'on n'ait pas réussi à concrétiser. Au début, je me suis dit, j'ai échoué en fait. J'ai été recruté pour créer un projet de base et j'ai échoué à ma tâche. Même si on le dit beaucoup et que ça peut paraître hyper cliché, en fait, c'est tes échecs qui font aussi que t'apprends, que tu referas plus les mêmes erreurs. Maintenant, j'arrive à mieux le vivre parce que je me dis, c'est normal en fait de rater. Tu peux pas, c'est impossible de réussir tous les projets que tu entreprends. Il y a des projets, ils peuvent, même si tu as une super idée au départ, ils peuvent pas aboutir. Avant de lancer Slick, il y a eu des échecs, mais carrément, le truc d'affiliation que je t'ai parlé, le site d'e-commerce que j'ai essayé de lancer, le fait de bosser en freelance, ça c'était des trucs, ça m'a pas plu, tu vois. Je me dis, j'ai pas envie de faire ça, j'aime pas, ça marche pas. Et j'ai plus tendance à m'obstiner quand les choses fonctionnent pas en me disant que si je m'obstine, ça finira par marcher, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il faut réussir à l'accepter, faut pas rester trop longtemps dessus et essayer de passer à autre chose, justement apprendre de tes erreurs. Parce que quand tu regardes la plupart des entrepreneurs, ils sont tous passés par des projets qui ont loupé, qui ont pas marché. Tu mets du temps avant de trouver un projet vraiment qui te correspond et justement rater des projets, je dirais pas que c'est obligatoire, mais ça t'aide vraiment pour justement que tes prochains projets réussissent mieux. Et au final, c'est pour ça que Slick, ça s'est lancé si rapidement aussi. C'est peut-être parce que justement, toutes ces erreurs que j'avais fait m'ont permis en fait de pouvoir lancer Slick plus rapidement et de pas les refaire. Ce qui fait que là, le lancement se passe plutôt bien, mais peut-être que justement là, les prochaines erreurs vont arriver parce qu'on commence à grossir, on doit recruter, on va bosser avec des clients de plus en plus exigeants et là, c'est terrain un peu inconnu pour moi, clairement. Il faut se dire que échouer, c'est pas risqué et que si t'échoues, tu pourras quand même retomber sur tes pattes après. Et ça, aujourd'hui, c'est pas assez valorisé en France. Il y a beaucoup ce cliché de quand on est son propre boss, quand on fait ses propres choix, c'est très libre, mais c'est aussi très stressant de prendre ses propres décisions. C'est chouette de pouvoir effectivement s'organiser comme on veut, de pouvoir être son propre boss comme tu dis, mais à côté de ça, toutes les décisions qu'on prend au quotidien, c'est forcément stressant parce que si on ne confronte pas ces décisions à d'autres personnes, on peut sans même s'en rendre compte prendre que des mauvaises décisions. Aujourd'hui, on va à Euratechnologie. Euratechnologie, c'est un incubateur sur l'île qui est très flex. Et en gros, je vais vous sortir la définition d'un incubateur. Incubateur, définition. Qui favorise l'incubation des œufs. Non, ce n'est pas ça. Non masculin. Appareil stérile à température constante où on place les bébés prématurés ou fragiles. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Ça n'a aucun rapport. Un incubateur d'entreprise, merci. Un incubateur d'entreprise ou un accélérateur de start-up est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. L'incubateur peut apporter un appui en ce qui concerne l'hébergement, la formation, le conseil et le financement lors des premières étapes
de la vie de l'entreprise. La plupart du temps, quand des gens veulent créer leur boîte, ils passent par un incubateur parce que ça accélère pas mal le processus, ça les aide dans les démarches administratives sur plein de thématiques. Et donc du coup, je suis parti à interviewer un startup manager. Qu'est-ce que c'est un startup manager? Un startup manager, c'est quelqu'un qui manage des startups, qui les aide, qui les accompagne à leur technologie. Et donc du coup, voilà. Bref, let's go. C'est d'accompagner, c'est de développer le produit, c'est de développer la personnalité de l'entrepreneur. C'est quoi le rôle d'un incubateur? Il y a le côté développement produit, mais au final, c'est peu de choses. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement. Il faut savoir qu'Aura Technologies, en critères de sélection, mise autant sur l'humain que sur le projet. Je préfère avoir un projet qui soit pas bancal, mais où on a des réserves avec un bon porteur, plutôt que l'inverse. Sur le point de vue perso, qui nous accompagne, pour des jeunes étudiants comme nous, c'est hyper précieux parce que c'est la plus grosse chose qui nous manque, c'est l'expérience. Et donc eux, ils nous apportent l'expérience du business, mais aussi personnelle par rapport à comment gérer une boîte dans le temps. On est tout le temps dans l'humain. Au final, l'aspect technique, il est très important aussi. Mais un entrepreneur qui a des compétences, on va dire des soft skills, pas de soft skills ou très peu, ça va être compliqué pour lui. Et du coup, on aide vraiment le projet à maturer, mais aussi on aide beaucoup l'entrepreneur à maturer. C'est normal qu'il y ait des doutes, c'est normal que parfois tu es au bout du rouleau. C'est vraiment la solitude de l'entrepreneur. C'est un métier vraiment seul. Sauf si on est dans les bons écosystèmes, qu'on est bien entouré par ses amis, par sa famille. Si on est avec une famille ou des amis qui dépendent vraiment du salariat, c'est compliqué à comprendre. C'est vraiment humain parce que les gens ne vont pas juste partager les problématiques de leur boîte, mais des fois ça peut être la famille, la maison, la work-life balance. On discute de notre projet, le fait d'en parler, ça fait du bien. Vraiment, on est là pour les accompagner sur leur boîte. C'est vrai que c'est un sujet aussi perso, ça arrive. Et puis ça rassure en fait, parce que tu te rends compte que tout le monde est dans la même merde. On est là aussi pour eux, et ils sont là aussi pour eux, entre eux. Et ça, c'est vraiment la force de notre programme d'incubation. Il y a eu des cas de Covid, donc pendant 2 semaines, ça a été arrêté. La plus grosse difficulté, c'est de comprendre un peu les rouages du système. Déjà respecter, parce que votre projet, il y a d'énormes chances que ça se plante, alors qu'aux études, non.